Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Donc en général, moi, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais regarder toutes les étapes par lesquelles un candidat va passer. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Morgane, comment vas-tu ? Ça va très bien Alexis, merci beaucoup de me recevoir. Eh ben merci à toi, merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. On enregistre à distance encore, donc d'où la petite différence d'ambiance de voix entre Morgane et moi, c'est parce qu'on n'enregistre pas au même endroit. Donc si vous avez cliqué sur cet épisode, si vous avez lancé l'épisode, vous avez une petite idée de ce dont on va se parler, vous avez peut-être même une petite idée de ce que c'est que Folk, mais dans le doute, et puis parce que vous ne connaissez peut-être pas Morgane, je te laisserai volontiers te présenter ainsi que Folk. Oui, bien sûr. Alors du coup, moi je suis Morgane. Ça fait 7-8 ans que je travaille sur des sujets qui tournent autour du recrutement, pas mal de sourcing dans des boîtes tech. Et j'ai rejoint Folk il y a 1 an et demi. Pareil, pour m'occuper de tous les sujets qui tournent autour de notre équipe. Folk, pour le petit point, qu'est-ce qu'on fait ? On développe un outil de contact management. Un outil de contact management tout en un qui va servir sur plein de use cases différents, que ce soit du recrutement justement, que ce soit gérer des relations avec des investisseurs, des utilisateurs, des clients, donc vraiment plein de sujets différents. Et on est aujourd'hui une équipe de 20 personnes. De mon côté, pas mal de boulot pour faire grandir cette équipe. Et donc Folk, pour resituer, c'est toujours intéressant, ça vient, si tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais ça vient de la galaxie eFounders, donc vous avez été lancé par le Startup Studio eFounders en 2020. Oui, c'est ça, tout à fait, il y a 2 ans, ouais. Ouais, et vous avez levé des fonds donc pour financer votre croissance. Oui, c'est ça. On a levé des fonds en septembre 2021. On a levé 4,5 millions de dollars avec un fonds d'investissement qui est Accel et avec une bonne vingtaine d'operators angels, donc des personnes qui gravitent dans l'univers justement productivity tool, collaborative tool également. Et donc, comme vous vous en doutez, on va se lancer sur un sujet qui va être vraiment fun, je pense. On va parler de recrutement, bien sûr. Pour un podcast pratique RH, le recrutement, c'est quand même une partie qui est très, très, très importante. Mais on va aborder le recrutement par un autre angle, qu'on appelle, donc, avec beaucoup de tendresse, recrutement 101. Non pas sous-entendu qu'on va le faire en version un petit peu nulle, un petit peu ceinture blanche, mais plutôt parce que on s'est rendu compte que dans beaucoup d'épisodes, on a abordé le recrutement dans une logique de vitesse de croisière. C'est-à-dire, typiquement, je prends ça à Rassam de Doctolib, toutes mes amitiés à Rassam s'ils nous écoutent, mais je peux imaginer que quand on regarde le niveau de précision de la machine Doctolib et qu'on est peut-être une boîte comme Folk, on se dit un peu, ça va être super cool, mais pas tout de suite, parce que là, c'est très raffiné et qu'il faut prendre les sujets les uns après les autres. Donc là, on s'est dit, une boîte qui est au tout début, parce qu'il y a toujours une première pierre, et qui veut commencer à se lancer dans le recrutement et qui se dit, mais alors est-ce que je suis vraiment censé lancer cette grosse machine ou est-ce que je peux le faire un petit peu plus rapidement ? Avec Morgane, on va regarder qu'est-ce qu'il faut effectivement structuré, parce que c'est ce qui fait la différence entre un bon process de recrutement et faire le truc à l'arrache complet, ce qui est pas bon du tout et qui va créer de la dette. Et à l'inverse, ce qui peut se faire de manière qui est simple pour éviter de se faire des usines à gaz. Donc, recrutement 101. Je l'ai bien expliqué, Morgane ? Oui, je trouve ça hyper intéressant comme perspective, et c'est vrai que moi, pour faire un peu le parallèle avec mes expériences passées, je suis exactement tombée dans cette réflexion-là quand j'étais sur mon poste précédent au sein d'une équipe pareil d'une dizaine de personnes. J'étais la première personne à rejoindre l'équipe sur les sujets de recrutement, et en fait il y a tout à construire.
Et je me suis dit, bon, ben, forcément, je vais commencer un benchmark, je vais regarder un peu ce qui se fait à côté dans d'autres sociétés. Et effectivement, bah, comme tu dis, en fait, les sociétés qui partagent énormément sur leurs bonnes pratiques de recrutement, c'est des sociétés qui sont déjà à un niveau de structuration, en fait, déjà avancé. Et en fait, aujourd'hui, ça m'a pris 4 ans en fait pour itérer, me dire en fait, il faut pas partir de ce bloc hyper complet qui sera peut-être pertinent pour nous dans quelques années, mais vraiment voilà, poser les premières briques et puis itérer au fur et à mesure. Donc ouais, complètement. Exactement. Épisode première brique donc. Moi je nous donne ça comme note d'intention. C'est même pour les premières briques, qu'est-ce qu'on fait de manière, j'allais dire, processée ou structurée, parce que ça va être, je pense, tout le cri du cœur de la plupart des recruteuses et des recruteurs expertes qui nous écoutent, c'est non, on ne fait pas du recrutement juste à l'arrache en allant rencontrant des gens en disant bon bah toi t'es bien, tu rentres, même pour les premiers, mais pour autant, il y a des moments où on va pouvoir se simplifier la vie. Donc, commençons. J'imagine pas me tromper en disant que le point de départ de recrutement 101, c'est j'ai un poste à pourvoir. Peut-être le premier, peut-être qu'on est 4 et qu'on ouvre le premier poste pour peut-être alternant, stagiaire, profil CDI, je ne sais pas. Donc ça commence là, j'imagine. Ouais, complètement. Enfin, en tous les cas, moi, je le verrais effectivement commencer de ce point-là, de se dire en fait, même pas on ouvre un poste, mais peut-être déjà on a un besoin. On a un besoin, on sait qu'il nous manque une compétence, une personne dans l'équipe pour avoir un petit peu plus de vélocité. Et c'est vrai qu'effectivement, comme moi j'ai rejoint mes précédentes sociétés où il y avait un peu tout à construire, le premier point qu'il y a à construire au-delà des process, c'est l'équipe, avec effectivement en fait comprendre quelles sont... encore une fois, ouais, quelles sont les compétences, quelles sont les personnes qui vont nous manquer dans les équipes. Et du coup, effectivement, démarrer par une phase que du coup aujourd'hui j'appelle la phase de discovery. En fait, l'objectif c'est vraiment de bien comprendre notre besoin et le scope de poste. Il y a une chose moi que je trouve hyper marrante, c'est qu'en général quand on commence à identifier un besoin au sein d'une équipe, il y a toujours une personne qui vient nous voir et qui nous dit ah on a besoin de tel titre de poste. Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure des années, des fois, on run justement des phases de discovery, qu'en fait, en général, quand on arrive en fin de discovery, on change ce titre de poste. Et je trouve ça assez marrant parce que justement, ça montre vraiment le côté itératif de cette discovery. Et alors, du coup, pour bien comprendre comment on fait cette phase de discovery, moi, je suis dans une toute petite équipe et on commence à ressentir le besoin de renforcer une équipe. Selon toi, justement, pour éviter l'effet il nous faut un brain content ou un truc très tout packagé comme ça, c'est quoi la bonne manière de faire, peut-être simple, pour bien scoper le besoin? Alors, en général, c'est effectivement commence par ce que tu viens de mentionner. Cet exemple très concret, on dit bon, on a besoin de telle personne. Comme je dis, on commence avec un titre de poste en tête parce que voilà, c'est ce qui nous vient à l'esprit. L'idée, ça c'est le point de départ, c'est pas grave, ça montre qu'il y a un besoin. L'idée, c'est de partir sur cette phase de discovery pour aller justement s'éloigner du titre de poste, mais vraiment bien creuser le besoin, le quotidien que cette personne aurait dans l'équipe et la valeur ajoutée qu'elle va apporter. Du coup, nous, ce qu'on fait aujourd'hui dans les phases de discovery, c'est qu'on passe en revue des questions, je veux dire 4 typologies de questions, je crois que j'en oublie aucune, qui vont nous permettre d'une part de mieux définir le scope de poste. Donc ça, c'est la première catégorie de questions. Là, on se pose avec l'équipe, on réfléchit à quelle est la mission principale sur le poste, quelles sont les principales tâches, les projets, les responsabilités sur ce poste. Ensuite, on passe sur une typologie de questions qui va permettre de comprendre la personne que l'on recherche. On va aller regarder, est-ce qu'on connaît des personnes qui sont reconnues pour leur expertise sur un rôle similaire, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là sont reconnues, quel est leur parcours, quels sont leurs sets de compétences. Et il nous reste du coup 2 autres catégories de questions qui vont la troisième du coup c'est celle qui va nous permettre de projeter la personne idéale sur ce poste. Et on se pose des questions comme par exemple qu'est-ce qui va motiver l'ouverture de ce poste, pourquoi est-ce qu'on ouvre ce poste maintenant, qu'est-ce qui différencie, c'est une question que j'apprécie énormément, qu'est-ce qui différencie ce poste dans notre équipe d'un même poste dans une autre société. Je trouve ça hyper intéressant comme question pour ensuite aller construire des messages d'approche, une job description, etc. Et la dernière catégorie, la 4e catégorie de questions, ça va être plutôt des questions pratiques.
qui va être le manager, qui vont être les principaux collaborateurs, collègues de proximité de cette personne, quel est le budget, le salaire, est-ce qu'on doit cibler une time zone en particulier. Enfin, c'est vraiment tous ces aspects-là où au final, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on s'éloigne vraiment du titre de poste, mais du coup, une fois qu'on a les premières réponses à ces questions, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser encore cette phase de discovery et on va aller discuter avec des personnes de notre réseau pour challenger notre compréhension, pour challenger notre vision, pour avoir aussi des conseils et s'assurer qu'en fait, on a le bon niveau d'attente sur ce poste-là. Et en fait, c'est souvent après cette étape-là qu'on va arriver à déterminer le titre de poste exact sur lequel on va se fixer et rarement avant, du coup. Ah, mais en fait, c'est pas du tout un brain content, c'est plutôt etc., etc. Exactement. Et alors, dans toutes ces questions, moi j'adore parce que là, on a une grille ce que je comprends qui est en fait, tu peux appliquer même quand on est 3 personnes dans la boîte et qu'on recrute la première personne, hein, globalement. Complètement. Nous, on l'a fait là très récemment au sein de Fold, dans notre équipe Go-to-Market. On a 3 personnes dans l'équipe et on a un nouveau besoin. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, on le fait en asynchrone avec l'équipe. Donc, aujourd'hui, on utilise Notion. On a en fait cette trame qu'on adapte en fonction des postes, etc. On rajoute parfois des questions. Et en fait, on travaille avec toute l'équipe sur ce sujet. Donc, effectivement, même sur une équipe au global de 3 personnes, en tout cas, c'est un modèle que j'ai trouvé hyper efficace. Et alors, il y a 80% des questions, les premières, si je comprends bien, elles trouvent leur réponse à partir du moment où on les pose bien au niveau de toute l'équipe. En gros, c'est se poser la question pourquoi chez nous, pourquoi maintenant, c'est quoi la mission, etc. Et je vois arriver avec des grands sabots la scorecard et la job desk qu'on est en train de bien construire avec ces questions-là, donc ça c'est très très bien. Il y a une partie des éléments, j'ai l'impression que c'est plus dur de trouver des réponses en vase clos, notamment la REM par exemple, parce qu'une fois que je me suis dit j'aimerais bien quelqu'un qui fait ci, qui fait ça, c'est difficile de savoir combien je la paye cette personne. Et au tout début, je vais pas faire une grille comp and ben, tout le bazar, c'est trop tôt. Alors, c'est peut-être pas si tôt que ça. Au final, ça peut être intéressant d'avoir Dans une boîte grille. de 4 personnes, j'en connais qui vont grincer des dents. Oui, bon, peut-être effectivement, une boîte de 4 personnes, ça fait peut-être un petit peu tôt, mais par contre, ce qui peut être intéressant de faire, et en général, c'est ce qu'on fait aussi sur cette phase vers la fin de la discovery, quand on va justement échanger avec des personnes de notre réseau, on va discuter avec pas mal de personnes différentes, des personnes qui sont expertes sur le besoin qu'on a identifié. On va aussi discuter avec des managers d'équipe qui vont en fait recruter ces personnes. On va pouvoir aussi discuter potentiellement avec des personnes qui sont côté recrutement ou RH. Et à ce moment-là, on arrive déjà à collecter quelques informations concernant la partie salaire, ce qui permet nous d'aller ensuite identifier des budgets, etc. pour ce poste. Et je fais une toute petite incartade, je taquinais un petit peu sur ça, mais alors nous-mêmes, on est une boîte de à peu près 10 personnes, donc on est pleinement là-dedans. Et effectivement, alors sans trop le savoir, on fait un peu ça sur la partie REM, c'est-à-dire qu'on pose des questions à gauche à droite pour avoir une idée du marché. On peut utiliser Figures aussi, qui est un très bon outil pour se positionner et qui permet de le faire rapidement. Sans évidemment rentrer dans une grosse machine de grid REM, et je vous renvoie aux excellents épisodes qu'on a fait avec Virgile Ringard de Figures et avec Adeline Baudemer de Gorgias là-dessus. Je trouve que c'est très intéressant de au moins se positionner sur les percentiles par rapport au marché. Typiquement, nous, le dernier poste qu'on a ouvert, on s'est dit, est-ce qu'on est en capacité de payer cette personne dans le top 80-90% du marché? Oui, et parce que du coup, on veut quelqu'un de particulièrement excellent sur le domaine, ça rentre dans les marges, les machins, les trucs. Donc, on a choisi de faire ça en âme et conscience. Ce qui est, je trouve, beaucoup plus agréable que de partir à l'aventure en se disant, Oui, complètement. Et c'est exactement ce sur quoi j'allais rebondir. Je trouve ça hyper intéressant déjà de se poser la question. Comme je dis, on part pas à l'aveugle. On connaît le marché, on connaît notre positionnement, donc aussi en termes d'approche en fait des personnes, que ce soit via notre job description ou si on va faire du sourcing, on sait aussi comment se positionner, on sait ce qu'on va pouvoir mettre en avant, on sait les points sur lesquels il va peut-être falloir creuser davantage. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de documenter tout ça, documenter la réflexion qu'on a eue autour du budget pour un poste, du salaire, sans effectivement parler de grille de salaire qui est peut-être un petit peu trop structurée si on est sur une équipe de 3-4 personnes, et ne serait-ce que de documenter la réflexion qu'on a eue pour positionner un poste sur tel niveau de salaire, au moment où on va avoir besoin de construire une grille de salaire, ça va nous permettre d'avoir un petit historique. Et pareil, même pour des personnes qui vont ensuite faire les interviews,
et aborder le sujet avec les candidats, bah, c'est intéressant d'avoir ce niveau de transparence, se dire voilà, on s'est posé toutes ces questions, on a pris cette décision pour telle et telle raison en fait. Oui, bon, je suis content, ça veut dire qu'on a bien fait le boulot, parce que c'est exactement ça qu'on a fait, on l'a même utilisé après avec les candidats et candidates, quoi, de dire bah on fait ça parce que ça, quoi. Très cool. Donc là, on a plein d'éléments, on a une jolie page Notion bien remplie avec la mission, des détails de savoir, savoir-faire, savoir-être, une idée de combien on peut payer la personne et des conditions de travail en général. Qu'est-ce qu'on fait après ? Alors, nous, en général, une fois qu'on est bien aligné sur le poste, comme tu dis, on a toute cette documentation, on s'est posé toutes ces questions. La deuxième phase qu'on a en tête, c'est de construire tout ce qui va être operating system autour de ce rôle-là. Donc, effectivement, comme tu le disais, tu l'as bien vu, c'est toutes ces petites questions qui nous permettent d'avoir des premiers éléments pour construire une scorecard, des messages d'approche, une job desk, et c'est tous ces éléments-là qu'on va inclure dans notre operating system. Donc en général, moi, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais regarder toutes les étapes par lesquelles un candidat va passer, de la recherche vraiment de ces candidats justement à la promesse d'embauche. Et en fait, pour chaque étape, je m'en occupe de quoi on va avoir besoin, de quels éléments, de quels materials on va avoir besoin. Et ça me permet en fait d'aller dans le détail et de vraiment tout construire en amont pour gagner un maximum de temps par la suite quand on va être vraiment dans le run, dans l'actif des interviews. En général, sur tout ce process, il y a deux grandes catégories qui vont se distinguer. Il y a la partie recherche, que ce soit sourcing, networking ou candidature, où là, on va aller construire notre job desk, les templates de messages d'approche, les templates de réponse aux candidatures, et ensuite la partie process de recrutement, où là, on va pouvoir construire la scorecard, les templates de feedback structurés, les templates de messages de feedback aux candidats, enfin vraiment tout ce qui va nous permettre de structurer notre process de bout en bout, en fait. Ouais, donc en fait, c'est hyper intéressant. Tu gardes l'étape écrite. Enfin, de toute façon, vous étiez à l'écrit avant, pour en profiter, pour poser à l'écrit tout ce que vous allez avoir comme le matériel que vous allez devoir utiliser. Et ce que tu dis, c'est que ça force tout le monde à se positionner, en fait. Quand tu écris le match à l'avance, tu es capable de te dire ah bah là, si j'écris un message qui dit désolé, nous n'avons pas retenu votre candidature parce que sur tel élément de la scorecard nous sommes en dessous, c'est déjà que tu commites au fait que tu vas utiliser la scorecard, quoi. C'est ça, complètement. Et ce qui est aussi hyper intéressant, je trouve, de créer ces templates en amont, c'est qu'en fait, ça nous force aussi à formuler une décision qui va être argumentée, qui est du coup très claire et explicite et qui nous permet en fait d'exprimer une décision d'arrêter ou de continuer un process de recrutement, ce qui du coup a un impact énorme sur l'expérience de recrutement, que ce soit pour les candidats auprès desquels on va pouvoir être hyper transparent et apporter des feedbacks constructifs, mais aussi auprès de l'équipe, parce que justement tu peux plus facilement formuler un feedback et plus facilement prendre une décision. Yes. Donc là, on a tout le matériel écrit qu'on va pouvoir utiliser. J'imagine qu'on arrive à la scorecard. Peut-être je peux te demander de faire une version très rapide de définition de ce que c'est qu'une scorecard pour quelqu'un qui entendrait ce mot pour la première fois, mais pas trop longue parce que je pense que la plupart le connaissent très bien. Oui, complètement. Alors, je ne sais pas si j'aurai la meilleure définition du monde, mais une scorecard, en fait, c'est un outil qui va permettre de récapituler tous les critères qui permet d'identifier une personne idéale pour un poste. Donc en général, une scorecard, elle est composée de différentes catégories. Il y a effectivement cette partie de critères. Ensuite, il y a une partie qui va permettre de définir, d'aller un petit peu plus dans le détail de quels sont ces critères, un peu une partie descriptive de ces critères. Et sur les scorecards qui sont bien construites, bien développées, il y a une partie aussi de quelles sont les questions qu'on va poser pour aller identifier, pour aller évaluer ces critères. Pour vous donner une idée sur un job qui est très simple, admettons vous voulez recruter, vous ouvrez une alternance et vous voulez recruter quelqu'un qui va produire du contenu écrit, qui va faire par exemple du social media management ou un truc comme ça, et vous parlez en anglais. Bah, vous savez que sur la scorecard, vous voulez quelqu'un qui a un niveau d'anglais parfait.
c'est simple, et que vous voulez quelqu'un qui fasse pas de faute d'orthographe. Donc dans votre scorecard, vous allez avoir niveau d'anglais, niveau d'orthographe, et ça vous force à vous poser la question de qu'est-ce que je vais faire dans mes entretiens pour évaluer cette dimension-là. Donc est-ce que c'est des questions, est-ce que c'est un test écrit, est-ce que c'est machin, et comme ça, candidate 1, candidate 2, candidat 1, candidat 2, vous êtes capable de dire, bah lui il score tel niveau parce que ça, elle score tel niveau parce que ça, de manière objective, c'est ça? Ouais, complètement. Et la partie que j'aime bien aussi ajouter dans la scorecard, c'est effectivement au niveau de la description, se dire pourquoi que ce critère-là, est important au niveau du poste. Là, par exemple, tu parlais de l'anglais, mais pourquoi est-ce que c'est important? Ça permet aussi, quand on est en entretien, de pouvoir l'expliquer, quand on est en entretien, quand on fait des retours à des candidats, des candidates, de pouvoir aussi expliquer, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, on ne vous retient pas parce que sur tel critère et pour telle raison, on trouve que le match est pas suffisamment important. Ah oui, alors ça, si vous l'avez jamais fait, vous verrez que c'est magique, hein. Les lettres de refus, quand c'est sur scorecard, c'est hyper facile, hein. Et oui, étonnamment, c'est la partie qui est hyper appréciable, c'est que bien construit dès le départ et que ce soit quelque chose sur lequel toute l'équipe est alignée, et surtout que ce soit pas over-engineeré. Ça, je pense que c'est la partie la plus importante que j'ai bien retenue de mes précédentes expériences, que ce soit pas trop complexe pour que justement ça puisse être utilisé et ça apporte une vraie valeur au quotidien. La scorecard, comme les templates de feedback, vont grandement faciliter la vie de toute l'équipe, quoi. Ouais, ça c'est peut-être un point qui est important, de pas over-engineerer. Si vous tapez scorecard, account executive SDR ou je sais pas trop quoi sur internet, vous allez souvent trouver des versions qui sont hyper complètes. Donc vous avez le droit, en tout cas c'est ce que j'entends de ce que tu dis Morgane, de couper un peu à l'essentiel pour faire quelque chose de simple, c'est ok. Ouais, en tout cas, c'est ce que je conseillerais, simplement par retour d'expérience. Je regarde ce que j'ai fait les premières fois. Effectivement, je me suis retrouvée à ouvrir un poste, exactement ce qu'on se disait au tout début de cette discussion. Et au final, j'allais regarder, effectivement, j'allais taper sur Google, regarder sur des sociétés qui sont reconnues pour leur scorecard, pour leurs bonnes pratiques, et je me suis retrouvée, je pense notamment à éplucher chez le blog de Rework, où toute leur méthodologie sur la construction de scorecard qui est vraiment hyper intéressante, et en fait j'ai voulu appliquer tout ça. Et c'est top, mais en fait ça va beaucoup trop loin, et ce qui fait qu'ensuite dans l'utilisation de la scorecard au quotidien pour une plus petite équipe, c'est pas forcément pertinent. Donc effectivement, je dis faut déjà garder en tête qu'une scorecard, elle doit être utile et utilisée, et du coup et permettre en fait de prendre une décision facile sur le fait d'avancer ou non sur un recrutement. Donc pour moi, effectivement, pas la peine d'over-engineer ces scorecards. On commence simple, efficace, avec des critères qui sont facilement mémorisables, des descriptions en quelques lignes qui permettent à tous les intervieweurs de s'aligner sur le niveau d'attente pour chaque critère, et un système de rating qui est parlant. Ça peut être de 0 à 5, ça peut être un simple oui, non, avec plusieurs niveaux de granularité, mais surtout que ce soit quelque chose de parlant pour l'équipe. Je pense que c'est le point principal, quoi. Chez nous, on est de 1 à 4 parce que ça permet de pas mettre moyen. C'est soit plutôt pas mal, soit plutôt insuffisant. Un grand classique. On a la scorecard, donc on a la scorecard et on a tous les templates, donc on est prêt à partir. On fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? Moi, ce serait de définir ses objectifs et ses priorités, et trouver un modèle qui nous permette de garder justement un œil sur nos objectifs. Donc en général, ça passe par des chiffres, par des métriques qu'on va aller suivre pour se permettre justement d'itérer sur notre process, peut-être même sur le besoin qu'on a identifié, la personne qu'on va rechercher. Ça serait quoi la version la plus simple de métriques à suivre et d'objectifs, de chiffres à suivre? Moi, en général, je me concentre sur 5 métriques, sachant que je suis pas du tout une personne très à l'aise avec les chiffres, avec les outils qui permettent de combiner des chiffres. Donc je suis pas, je me dis, pas besoin de tableau croisé dynamique ou quoi que ce soit, ou de reporting hyper complexe. Aujourd'hui, quand je fais des points sur les chiffres, en général, déjà, je les fais tous les mois pour des postes qui sont ouverts, et je les fais à chaque fois qu'on va clôturer un poste. Ça, c'est juste pour donner un petit peu la timeline. Pareil, ça prend pas énormément de temps, juste à ces moments clés. Et du coup, je vais me concentrer, comme je disais, sur 5 métriques.
Moi, aujourd'hui, je suis sur des postes où on fait quand même beaucoup de sourcing. Du coup, au niveau du sourcing, je vais regarder en général le taux de réponse et aussi le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont répondre et qui vont accepter de faire un premier entretien. Ça permet de voir si on cible les bonnes personnes en sourcing, si on doit adapter notre message d'approche, par exemple, pour mieux convaincre. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je vais regarder au niveau du process de recrutement le taux de conversion entre chaque étape du process. Et ça nous permet de voir si notre process il est efficace, c'est-à-dire s'il est suffisamment filtrant. En général, un process qui est efficace, c'est ce qu'on veut, c'est qu'il permet de filtrer les personnes au fur et à mesure des étapes. Et aussi, ça va nous permettre de voir s'il y a des étapes qu'on doit peut-être davantage structurer. Donc ça nous permet pareil de pouvoir itérer sur le process. Et il va rester une partie plutôt en termes de temps passé. Et là, ce que je vais regarder, c'est le temps qu'une personne passe en process avant d'être embauchée. Ça nous permet de savoir si on est suffisamment réactif sur notre processus de recrutement. Et enfin, sur le moment où on va clôturer un poste, ce que je regarde là, c'est le nombre de personnes qu'on doit contacter puis rencontrer pour recruter sur ce poste. Et ça, en fait, ça permet de faire un peu des prédictions, on va dire, pour les prochains recrutements. Et de se dire, OK, pour ce poste en content, par exemple, on a dû contacter 80 personnes, on en a rencontré 25, mais on arrive à peu près à se dire, OK, pour un prochain poste similaire, voilà un petit peu nos objectifs. Ouais, et alors, je sais que je te rejoins tout à fait, ça peut sembler très bizarre si c'est votre premier recrutement, mais en fait, il faut garder en tête que c'est comme si je vous disais, ne documentez pas votre processus de vente. Ouais, vendez, et puis on verra bien qui rentre pas, et puis vous pouvez pas, parce que en fait, vous allez continuer à vendre ou attirer des clients tout au long de la vie de l'entreprise, et c'est valable pour le recrutement. Vous allez recruter tout au long de la vie de l'entreprise. Donc, le premier recrutement, c'est le moment, ou les premiers recrutements, c'est le moment de poser les bases d'un process que vous allez améliorer, et vous ne pourrez pas vous améliorer si vous ne mesurez pas. Oui, complètement. Et en fait, comme pour tous les outils dont on a parlé avant, c'est de créer en fait les bases qui vont permettre ensuite d'être réutilisées pour d'autres postes. Donc, comme tu le dis, même si c'est de tout premier recrutement, au moins on a une base. Et au niveau des chiffres, effectivement, c'est de se dire en fait, on connaît notre performance actuelle et donc comment est-ce qu'on va pouvoir s'améliorer. En fait, on a un point de départ. Ce qu'on veut, c'est s'améliorer petit à petit. Et donc suivre les chiffres, ça nous permet justement de voir les points sur lesquels on doit s'améliorer. Ça nous permet de définir nos objectifs pour la suite. Et ça permet aussi d'améliorer l'expérience en fait de recrutement qu'on va proposer. Parce que pour donner un exemple hyper concret, chez Folk aujourd'hui, notre objectif, c'est justement au travers de tout cette documentation, de tous ces outils qu'on met en place, qu'on souhaite faire, c'est construire une belle expérience de recrutement. Que ce soit pour les candidats ou pour notre équipe, pour les personnes qui prennent part au process de recrutement. Et par exemple, on s'est rendu compte au tout début, sur les premiers postes, quand moi j'ai rejoint Folk il y a 1 an et demi, on se rendait compte qu'on n'était pas suffisamment réactif entre chaque étape du process de recrutement. On a pu le voir parce qu'on documentait ça, on regardait ces chiffres. Et donc, on s'est fixé un objectif de 48 heures pour partager nos retours aux candidats. On s'est aussi fixé un objectif, et c'est pour ça, du coup, qu'on a construit ces templates de feedback structurés et des templates de messages de feedback aux candidats. On s'est aussi fixé un objectif de toujours partager un raisonnement aux candidats. Et ça nous permet de poser les premières briques d'une expérience qu'on considère bonne aujourd'hui et qu'on va continuer d'améliorer. Des très bons fondamentaux sur lesquels après on remet le travail sur l'établi comme toutes les boîtes, quoi. C'est une bonne chose. C'est ça, jusqu'à peut-être un jour arriver au niveau des scorecards de Rework, par exemple. Je vois bien que ça a donné un peu le côté Messi. Et alors, là, on va rentrer parce que là, on a fait tout le travail préparatoire après, donc il y a le travail que vous imaginez, des entretiens, du sourcing potentiellement. Là, ce qui est compliqué, et je veux pas trop qu'on se perde, c'est qu'il y a 1 million d'options. Et si vous écoutez le podcast du Human Factor, vous savez très bien que vous pouvez attirer des candidatures en faisant un peu de l'inbound, de la marque employeur. Vous pouvez utiliser le chasseur de tête, vous pouvez utiliser du sourcing. On a plein d'épisodes là-dessus. Et même après, dans les entretiens à proprement parler, vous pouvez faire des cas clients, des choses comme ça. Si on se reste dans la logique 101,
comment on se positionne là-dessus? Est-ce que on part d'approches qui sont très simples et toi tu peux dire dans les premiers recrutements faites-vous la main avec tel type d'entretien, tel type de cas concrets et pas trop de sourcing mais plutôt de si et machin tout ça et juste des jobs des job boards ou au contraire est-ce que tu aurais une autre approche ou est-ce que tu as des ressources à donner sur comment se positionner par rapport à ça? C'est hyper intéressant comme question. Je pense. C'est dur, hein. Je sais que c'est difficile parce que C'est c'est à dur. géométrie variable. Oui, tout à fait. Tu me vois réfléchir. Pour le coup, je pense que comme avec beaucoup de choses, quand on construit un process, quand on construit son recrutement, il faut tester. Il faut tester et voir ce qui fonctionne. Je peux donner une réponse par rapport à mes expériences passées. Typiquement, aujourd'hui, je sais que pour les personnes qu'on va rechercher au sein de Folk, ce qui va être le plus pertinent, c'est de faire du sourcing. Par contre, ça peut aussi être de passer par notre réseau, par le réseau de l'équipe qu'on a déjà en place, faire un petit peu une partie de cooptation, même simplement de networking un petit peu plus éloigné. De la même façon, ce qui fonctionne beaucoup pour Folk, c'est de se créer un réseau sur du long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va faire des recherches, on va faire du sourcing sur un besoin en particulier, on se permet aussi d'aller contacter les personnes. On se dit, ok, c'est une personne qui a un parcours intéressant, on n'a peut-être pas de poste aujourd'hui, mais par contre, avoir un premier échange, un premier point de contact, ça va être intéressant. Et je pense que ça, quand on démarre le recrutement, quand on commence à construire une équipe, c'est peut-être pas le point sur lequel on se concentre, alors que ça peut faire gagner énormément de temps par la suite. Donc si je reprends, même pour les premiers, j'imagine qu'il y a des fondamentaux du genre poster l'annonce sur les bons job boards pour recevoir des candidatures. Oui, et pareil, de la même façon sur les job boards, c'est aussi de regarder la performance en fait de chacun de ces job boards pour savoir ensuite sur lesquels on va vouloir capitaliser. Effectivement, partager la job desk, c'est effectivement le premier point. Ça permet aussi de donner des éléments quand on est sur une approche en sourcing, quand on va échanger avec des personnes qui sont intéressées, ça permet de rediriger vers tout ce contenu. Donc là, déjà, juste sur cette partie-là, s'il y a quelqu'un qui est totalement novice qui nous écoute, parce que tu as raison, vous nous sentez un tout petit peu hésitant à ce stade-là, c'est parce qu'on rentre dans quelque chose où il n'y a pas de vérité absolue. Donc évidemment, il y a quelque chose à construire et à itérer, mais on va dire pour commencer à lancer les expérimentations, c'est quoi les job boards sur lesquels il faut se positionner à minima, quoi, pour voir si ça prend ou si ça prend pas? Ouais, alors moi je dirais une partie, par exemple, Welcome to the Jungle, des job boards qui vont être très macro, très globaux. Oui, Ouais. c'est ça. Et tester cette typologie de job board. Je pense par exemple, effectivement, Welcome to the Jungle, Angel List par exemple, comme moi j'ai retenu typiquement ce que j'utilise au quotidien. Et ensuite, ce qui fonctionne aussi très bien, c'est d'aller diffuser les annonces, peut-être pas sur des job boards, parce que toutes les communautés n'ont pas de job board, mais peut-être sur des réseaux Slack, etc. En tout cas, des communautés très ciblées sur le métier qu'on va recruter. Et ça, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Et ce qui est aussi intéressant sur ce mode de fonctionnement-là, au contraire des job boards qui sont pour la plupart payants, c'est que de rejoindre des communautés Slack, c'est gratuit. C'est quand même assez pratique quand on démarre sur des recrutements, et en plus ça permet d'avoir beaucoup d'indicateurs sur le poste en fait en lui-même. Donc ok, ouais, donc logique de prendre les meilleurs généralistes, donc on pense à Welcome, on pense à Angel List, pour avoir, ne serait-ce qu'en termes de marque employeur, pour avoir le bon point de chute vers lequel renvoyer tout le monde. Et après, et j'ai fait exprès de te poser la question en ces termes parce que je me doutais que ça allait arriver là. La raison pour laquelle il n'y a pas une réponse standard, c'est que c'est comme la vente. Il n'y a pas un endroit magique dans lequel vous allez mettre votre annonce et vous allez recevoir 10 000 candidatures et vous allez royalement choisir. Non, va falloir trouver les bons profils. Donc, vous vous motivez, vous essayez de trouver où est-ce qu'ils habitent ces gens-là et vous diffusez l'annonce. Complètement. Et tout comme pour la recherche, au final, je pense que ça va être très rare du premier coup d'identifier exactement les bonnes personnes, les bons endroits, les bons réseaux sociaux sur lesquels contacter ces personnes. Et de la même façon, en fait, sur les messages d'approche ou sur la job desk, en général,
on passe sur 1 ou 2 itérations une fois qu'on a ouvert le poste, parce que justement on suit ces chiffres et on arrive à voir les points sur lesquels il faut peut-être itérer pour être plus efficace, quoi. Et j'ai entendu donc sourcing dès le début, c'est une bonne option pour toi. Pareil, il faut itérer. Mais je te parle beaucoup de retour d'expérience, et effectivement, moi, le point de départ, c'est le sourcing. C'est le sourcing, ça permet de se faire en fait une bonne idée du marché, des profils en fait qui peuvent répondre à notre besoin sur un poste donné. Pour moi, c'est un bon point de départ. Encore une fois, vraiment, je parle de retour d'expérience, et moi, sur les postes sur lesquels je recrute aujourd'hui, en général, c'est le canal principal d'acquisition. Et comme tu le disais, en fait, les job desks, les job boards, pour moi, ça va plutôt être une manière de faire connaître la société, de rediriger en fait les personnes que je vais sourcer vers du contenu pour les intéresser davantage. Alors, tout petit mot sur le sourcing. Donc, déjà, si vous ne voyez pas exactement ce que c'est globalement aller pousser son annonce à un grand nombre de profils que vous avez choisis et en voyant après ce qui remonte. C'est l'équivalent de la prospection directe en vente. C'est quand on va contacter des gens un petit peu sur LinkedIn. Si ça vous fait peur, si vous vous dites non, mais ça, c'est un truc, je ne sais pas comment le prendre, c'est difficile, ça va être cher, ça va être machin, je vous invite à écouter l'excellent épisode qu'on a enregistré avec Louise Mouton de Guide Guardian, qui est phénoménal. Déjà, Louis, si tu nous écoutes, arc-en-ciel sur toi, c'était incroyable ce qu'on a fait, pour que vous vous rendiez compte que c'est pas invraisemblablement complexe, c'est juste du travail en fait et une bonne approche, et Louise va vous partager cette bonne approche, et je sais, pour le dire de manière très personnelle, que moi je faisais partie des gens qui étaient un peu en train de se dire bah de toute façon le sourcing c'est pas pour nous, on est trop petit, ça va être trop compliqué, prochain poste ouvert c'est sûr qu'il y a du sourcing, maintenant que je vois comment ça fonctionne. Bah oui, parce que c'est pas très complexe, c'est juste un travail à faire quoi, et ça va permettre d'avoir un vivier qui est différent, et si tu dis que c'est votre canal d'acquisition principal, bon bah ça veut tout dire. Oui, c'est vrai que effectivement ça prend du temps à construire. C'est vrai qu'en termes de retour sur investissement, c'est hyper intéressant comme approche. Même effectivement si on est une petite équipe et même si on débute sur du recrutement, c'est vraiment hyper intéressant, ne serait-ce que sur du long terme, comme je disais tout à l'heure, pour se construire en fait un réseau et un vivier de personnes, un vivier de contacts qu'on va pouvoir ressolliciter au moment idéal, quoi. Yes. Et dernière question avant qu'on termine sur l'interview que je posais tout à l'heure. Pour structurer ces entretiens, enfin choisir un peu son process de recrutement, encore une fois, il n'y a pas de réponse absolue, mais où est-ce qu'on va trouver l'inspiration ? Comment je sais mon account exécutif si je lui fais passer 1, 2, 3 entretiens ? Est-ce que je fais un cas concret ? Si je fais un cas concret, je le fais sur quoi ? Est-ce que je fais de la prise de ref ? Nous là-dessus, en fait, on en revient en général quand on se pose cette question, on en revient à la phase de discovery, et en fait, on va mélanger les connaissances qu'on a eues sur cette phase de discovery. On va y discuter avec les membres de l'équipe pour avoir leur perspective sur le process de recrutement idéal. Discuter aussi, comme je disais, avec des personnes de notre réseau qui ont généralement recruté la même typologie de profil, pour voir quels ont été leurs process de recrutement. Si aujourd'hui tu prends un peu de recul par rapport à ce process de recrutement, qu'est-ce que tu irais améliorer ? Et du coup, on prend aussi pas mal d'inspiration du retour d'expérience d'autres personnes. Et puis on en revient à cette fameuse scorecard qu'on a construit, qui nous permet d'identifier quelles sont les compétences qu'on va aller évaluer sur notre process de recrutement. Comme tu le disais tout à l'heure, par exemple, sur l'exemple que tu mentionnais tout à l'heure, l'anglais, c'est tout au long du process de recrutement. Si on fait tout notre process de recrutement en anglais, la partie peut-être orthographe, c'est d'avoir un cas concret qui va nous permettre de tester les capacités de rédaction d'une personne. Donc tous ces éléments-là qui vont nous permettre de construire le process de recrutement. De la même façon, quand on ouvre un tout premier poste, on tâtonne un petit peu, on va itérer aussi, on va peut-être changer l'ordre des étapes de recrutement, ou alors modifier un petit peu l'aspect, le format d'une étape, et ça permet de pouvoir itérer. En général, quand on a trouvé une structure qui fonctionne bien pour un poste, on peut la répliquer pour d'autres avec quelques petites adaptations, quoi. Ouais, et alors il y a un truc, je le dis pour le dédramatiser, mais quand tu disais vous allez le faire petit à petit, et puis de toute façon il y a une courbe d'apprentissage qui est nécessaire, ce que ça veut dire c'est que si vous recrutez un poste pour la première fois et que vous êtes amené à le recruter plusieurs fois, un sales, un dev, ou globalement vous allez en avoir plusieurs dans l'équipe,
c'est une certitude que la deuxième itération sera très différente et c'est comme ça. Vous pouvez pas aller plus vite que la musique, donc évitez de changer le process en plein milieu d'un même poste parce que ça va flinguer l'équité entre les candidats et candidates. Donc on évite de pas faire passer le même process à tout le monde. Mais par contre, se dire que votre premier DevOps, vous allez avoir une scorecard qui ressemble à ça et puis un process qui ressemble à ça, et que deuxième DevOps, vous allez vous dire ah non mais en fait, faudrait complètement lui faire passer ce cas-là parce que cette compétence c'est beaucoup plus facile de l'évaluer comme ça. Je pense que ça fait partie du jeu, quoi. Oui, complètement. Et puis si on recrute une deuxième fois sur un poste similaire, il est fort probable que le besoin ait un tout petit peu évolué parce qu'on va chercher une complémentarité au sein de cette équipe. Donc déjà, ça va jouer. Ce qui est intéressant aussi à ce moment-là, c'est pour ouvrir un second poste sur la même typologie de poste, c'est aussi de collecter au fur et à mesure les feedbacks des candidats qu'on aura vus en entretien, candidats avec qui on avance jusqu'au bout du process ou non. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir aussi des retours de candidats en fait qui permettent d'itérer en fait sur le process, peut-être d'amener un peu plus de clarté sur la préparation de certaines étapes. Je trouve ça aussi hyper intéressant sur la phase de rétro du coup. Top. Recrutement 101, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains si c'est la première fois. Si c'est pas la première fois, c'est un bon retour de se reprendre les fondamentaux, ça ne fait jamais de mal. Morgane, c'était un plaisir de t'entendre là-dessus. On va passer tranquillement à la fin de l'interview. Première question, où est-ce qu'on te retrouve ? On veut engager la discussion avec toi ou on veut rejoindre Folk ? Par où on passe ? Le plus simple, ce serait LinkedIn, je pense. On peut me retrouver facilement sur LinkedIn. Je serais ravie de discuter, peu importe le sujet, autour des recrutements de Folk. Vraiment ravie d'échanger avec les auditeurs de Yaniro. Top. Ensuite, quel serait le livre, podcast ou blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices ? C'est une bonne question. Je pense que j'en ai plusieurs en tête. Moi, un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui permet de démarrer sur pas mal de projets et qui permet de faire un petit peu cette phase 101, c'est le livre Start with Why de Simon Sinek. Effectivement, qui est un livre que je trouve vraiment très intéressant pour débuter sur des projets. Ça fonctionne peut-être très bien pour le recrutement 101. Ok. Ensuite, c'est quoi tes outils RH préférés en ce moment ? J'en ai eu beaucoup. À un moment donné, j'en avais même trop d'outils que je gérais au quotidien. Aujourd'hui, les outils sur lesquels je me concentre, c'est des outils de gestion de contact. Donc, je suis extrêmement biaisée, mais j'utilise Folk au quotidien que j'aime beaucoup. Et ensuite, des outils qui permettent plus de productivité. Je pense par exemple à Calendly, où en fait, c'est hyper pratique pour pouvoir partager un lien et laisser en fait aux candidats et candidates la possibilité de bloquer des entretiens. Un outil que j'ai ajouté à ma stack il y a quelques jours, c'est Reclaim, qui me permet en fait de créer des blocs dans mon agenda de focus, des blocs ne serait-ce que de pause déjeuner, et en fait qui va pouvoir s'adapter. En fait, Reclaim permet d'adapter ces bandes passantes et ces focus time en fonction des entretiens qui sont bloqués sur mon agenda. Ça m'évite de louper des moments de focus importants. Top, donc Folk, Calendly et Reclaim. Et enfin, notre question préférée, tu la connais, tu en viens toi-même parce que c'est grâce à Léo Bernard qu'on se rencontre. Si tu es à ma place, qui est-ce que tu aimerais inviter pour un prochain épisode du podcast Yaniro ? À qui est-ce qu'on passe le micro ? Je pense qu'on peut passer le micro à Elodie, Elodie Charles, qui travaille chez Serena. J'ai discuté avec elle pour la première fois il y a quelques semaines. On a une discussion hyper intéressante autour des sujets de recrutement. Donc, c'est la personne qui me viendrait en tête. Elodie, à la infamous question de qui est la personne qui t'impressionne le plus, la personne à qui on passe le micro. Morgane, pense à toi. Si c'est pas un beau témoignage public, je ne sais pas ce que c'est. Écoute, Morgane, c'était un vrai plaisir de pouvoir faire donc cette leçon recrutement 101 qui va, je pense, servir à beaucoup de monde dans cet épisode. Donc, je te remercie je te remercie beaucoup pour ton temps. Puis, il me reste plus qu'à te souhaiter à la prochaine. De même, merci beaucoup pour l'invitation, plaisir partagé et à la prochaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode.